Le journal Geneviève Pognon. Merci de nous rester fidèles. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le journal de la mi-journée. L'eau potable en qualité et en quantité pour des populations, le sujet est au cœur de la 93e assise de l'Association africaine de l'eau et assainissement à Lomé. Il s'agit pour les acteurs de l'eau de réfléchir sur les stratégies adoptées pour l'atteinte de cet objectif. Revue annuelle des activités de lutte contre le VIH-Sida de l'année 2023, les travaux mettent l'accent sur les insuffisances en vue d'une amélioration. Remise en cause de la jouissance de la nationalité de certains Gabonais, plusieurs intellectuels du pays contestent cette décision et ils l'ont fait savoir au cours d'une conférence débat sur la citoyenneté gabonaise. La rencontre se tient suite aux recommandations du dialogue national d'avril dernier. Et puis aujourd'hui, lundi, la chronique juridique nous explique ce qu'est la jurisprudence. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. De l'eau potable en quantité et en qualité pour tous, c'est l'objectif de l'Association africaine de l'eau et assainissement AAEA. Les membres de cette association sont depuis ce matin à Lomé pour 4 jours. Des échanges tournent autour du thème résilience des sociétés d'eau et d'assainissement en Afrique face au changement climatique. Cette rencontre de Lomé, 93e du genre, met l'accent sur l'impact des changements climatiques qui compromet la performance et la qualité des services d'eau et d'assainissement. Ces assises permettront de partager des connaissances, d'explorer des solutions innovantes et de former des partenariats stratégiques. Au programme des panels, des ateliers spécialisés, des visites de terrain, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et le Togo attache du prix à l'accès de l'eau potable dans toutes les habitations. Des avancées notables ont été réalisées ces dernières années. Angèle Huntonji. Le taux de déserte en eau potable a grimpé de 47,7% en 2014 à 74,4% en 2023. En milieu semi-urbain, ce taux a également progressé, passant de 42,6% à 55,9%. En milieu urbain, il est passé de 47% en 2014 à 69% en 2023. Ces chiffres témoignent des efforts significatifs déployés pour améliorer l'accès à l'eau potable pour tous les Togolais. L'un des projets phares ayant contribué à ces avancées est le projet PASCO. Ce projet a permis la construction de 400 nouveaux forages dans les régions septentrionales du pays, améliorant ainsi l'accès à l'eau potable pour de nombreuses communautés. En 2023, la Banque mondiale a approuvé une nouvelle opération de 100 millions de dollars pour améliorer l'accès à l'eau potable et les services d'assainissement dans le Grand Lomé. Ce projet comprend la réhabilitation des systèmes d'approvisionnement en eau, la construction d'une station de traitement des eaux usées et le renforcement du système de distribution. Ces initiatives visent à renforcer les infrastructures existantes et à garantir un accès durable à l'eau potable. Le gouvernement ne compte pas s'arrêter là et a pour ambition d'atteindre une couverture universelle à l'eau potable d'ici à 2025. De l'eau potable à la santé, le Togo a enregistré des progrès dans la lutte contre le VIH-Sida. C'est l'une des conclusions du Conseil national de lutte contre le sida, CNLS. Il fait le bilan de ses activités. Les parties prenantes de la lutte contre le plan national présentent depuis ce matin à Lomé leurs différents rapports. Il est question d'évaluer l'atteinte des objectifs et des indicateurs en vue de réorienter les actions. Juliette Kamdé. L'élimination de la transmission et l'accélération de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH sont entre autres priorités du plan stratégique de lutte contre le sida 2023-2026. La revue vise notamment à faire le diagnostic des insuffisances. Professeur Piché Vincent, coordonnateur national du CNLS. On avait identifié le gros travail de la prévention, notamment le fait que la mise sous traitement des enfants sont un peu en retard par rapport aux adultes. Il y avait dans la PTME une déperdition de coups mère-enfant, c'est-à-dire que dès qu'on les dépiste, quand la femme accouche,
Après, on a du mal sur les enfants parce que les femmes ne reviennent plus. Dans la prévention, chez les jeunes, on s'est aussi rendu compte qu'on n'a pas suffisamment de stratégies innovantes pour toucher les jeunes. Parce qu'ils sont restés classiques à travers les médias, sensibilisation en milieu scolaire, stade scolaire. Que la plupart des jeunes sont sur les réseaux sociaux, sur le smartphone. Et donc, comment trouver des stratégies pour vraiment toucher ces adolescents-là. Autre gros trianglement sur lequel on a travaillé, c'est l'aspect de stigmatisation, notamment dans les zones les plus reculées. Le Togo a toutefois enregistré une progression de bonnes performances dans la lutte contre le VIH et le sida. Dr Maboudou Angèle, conseiller en information à l'ONU-SIDA. Cette revue est la première du plan stratégique national de lutte contre le sida pour la période 2023-2026. Les travaux prennent fin ce mardi 30 juillet. Et le sida est une maladie qui fait beaucoup de victimes chaque année. L'un des moyens pour éviter cette maladie, c'est de se protéger. Des jeunes se protègent-ils toujours pour éviter le sida? Une équipe de Radio Lomé a tendu le micro aux citoyens. Voici leur avis. Vraiment, je me protège contre cette maladie. Je ne peux pas dire dans l'immédiat en même temps que la maladie n'existe pas. Une fois que je sors, je me protège toujours. Bien sûr, parce que moi, je n'ai jamais fait le rapport sexuel jusqu'à mon âge. Bon, actuellement, je me suis abstiné. Je n'ai pas encore eu de rapport sexuel. Sûrement que le jour où je vais avoir le rapport sexuel, je vais porter les préservatifs. Moi, je fais ça avec le préservatif que je me protège. Toujours c'est le préservatif. Bien sûr que je me protège parce que dès que tu l'as, c'est fini pour toi. Tu n'as plus aucune chance. Question de protection, nous connaissons très bien le préservatif féminin et masculin. Et il est possible de nos jours de se faire son propre test de sida. Un instrument est disponible pour cela. Hervé Segbonou en parle dans ce dossier. Il s'agit de l'autotest sida révélé lors d'une conférence de presse au Conseil national de lutte contre le sida, CNLS. Son coordinateur national, professeur Vincent Pitché. C'est un instrument labile, c'est des tests salivaires. L'autotest, c'est un test que la personne fait elle-même. Vous n'avez pas besoin d'aller dans un centre de santé. Quand vous prenez votre sang, quand vous faites le test et qu'on vous dise « Monsieur, vous êtes positif, madame, vous êtes négatif », ainsi de suite. L'existence de ce test n'est pas connue de tous. Je ne sais rien. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Non, jamais. En vrai, je ne sais pas ce que c'est. J'ai jamais entendu parler de ça. Comment ça s'utilise? Moi aussi, je ne connais pas. Est-ce que ça existe vraiment? Et pourtant, selon le professeur Vincent Pitché, il existe bel et bien un autotest pour savoir si l'on est porteur ou pas du virus VIH-Sida. Comment s'utilise ce test rapide, professeur? Vous êtes dans votre chambre, vous mettez le test dans votre bouche, vous le mouillez de votre salive et vous regardez la coloration de ce test. On vous indique sur la notice telle coloration, vous êtes négatif, telle coloration, vous êtes positif. C'est exactement comme le test de grossesse pour les femmes. Et quand vous êtes réactif à ce test, maintenant, si vous êtes positif, vous êtes obligé de venir dans le centre de santé pour qu'on vous confirme le test avant de démarrer le traitement. Parce que le traitement ARV, c'est un traitement à vie. L'autre question à l'esprit de tous, où peut-on trouver ce test? C'est un test qui est disponible dans l'Europe depuis à peu près une dizaine d'années, qui est entièrement disponible dans nos pays. Le test est disponible à la pharmacie. On a commencé par les mettre d'abord pour les populations les plus à risque, notamment les professionnels de sexe, qui sont plus à risque. Maintenant, étendre ça chez les jeunes, on pense progressivement étendre ça à la population générale. Que ce soit par l'autotest ou par un dépistage à l'hôpital, l'objectif, c'est d'éradiquer le sida d'ici à 2030. Et parlons toujours santé. La communauté internationale a observé hier la journée mondiale contre les hépatites. Le thème retenu cette année est « Il est temps d'agir », occasion d'intensifier les efforts de lutte contre les maladies virales en général et surtout contre les hépatites. De quoi encourager la population au dépistage et au traitement pour un bien-être de nous tous. Alice Berthe Barandao, dans ce reportage, s'attarde sur les différents modes de transmission de l'hépatite B. Dans l'une des formations sanitaires de la place, nous avons rencontré Abalo, 25 ans, venu se faire traiter de l'hépatite B. Il reconnaît qu'auparavant, il avait souvent des rapports sexuels non protégés avec plusieurs partenaires. Il se dit que c'est peut-être par là qu'il aurait chopé le virus. Un autre patient à côté de lui, Kodjo, la trentaine, lui dit sûrement avoir pris le virus dans un bar au travers des verres à boire mal lavés, puisque, dit-il, j'aime boire.
Voilà autant de situations qui nous exposent au quotidien à la contamination de l'hépatite B. Mathieu Ponutobosi, acteur de lutte contre les maladies hépatiques, nous explique davantage les modes de contamination. C'est par au moins 8 voies. Nous avons la contamination par le sang, tout ce qui est produit sanguin, il ne faut pas les manipuler lorsque vous n'êtes pas protégé. Il y a la transmission de la mère à l'enfant pendant l'accouchement. Aussi le liquide amniotique dans lequel l'enfant baigne durant toute la grossesse porte aussi ce germe-là. Et donc si l'enfant inhale ou bien il y a des lésions lors de l'accouchement et autres, l'enfant va prendre ce germe-là et en mourir tôt. Il y a aussi la salive. Le problème, c'est que c'est lorsqu'il y a de lésions dans la bouche que le virus peut passer à travers la lésion et se retrouver dans la salive et y survivre. Donc, quand vous brossez ou bien lorsque vous broyez de l'os en mangeant et qu'il y a de lésions au niveau de vos mâchoires, si ça saigne, un virus peut passer et se retrouver dans la salive. Et puisque c'est un virus qui survit pendant au moins 7 jours, en dehors de toute substance nutritive, il va rester là. Et si dans cette journée ou bien dans les jours qui suivent, vous partagez les couverts, donc cuillères, fourchettes, verres et autres avec quelqu'un d'autre, la personne est à risque pour le sujet qui est sain. Il y a certaines personnes qui ont des saignements au niveau de la vessie ou bien au niveau urétral. Donc l'urine en voulant sortir va sortir avec le sang et le virus qui était dans le sang va aussi sortir. Donc c'est aussi possible de contaminer son entourage avec cette urine souillée. Donc ces liquides-là, ce sont des liquides biologiques que nous croisons tout le temps et donc on est tous exposés et c'est seulement par la sensibilisation que le profane va savoir que tel liquide peut le contaminer et il va prendre des mesures pour ne pas se faire contaminer. Et oui, l'un des moyens de prévention contre l'hépatite B, c'est la vaccination, mais après s'être dépisté négatif auparavant. Le journal Geneviève Bognon. Actualité internationale au Gabon, à quelques mois du référendum constitutionnel prévu avant la fin de décembre prochain, la juriste politiste Marlène Fabienne Essola et Funtam a réuni samedi dernier à Libreville plusieurs intellectuels pour une conférence débat sur la citoyenneté gabonaise. En filigrane de cette rencontre, les recommandations du dialogue national d'avril dernier, dont plusieurs remettent en cause la jouissance de la nationalité de certains Gabonais et l'inéligibilité de certains autres du régime déchu. En République démocratique du Congo, une bousculade lors du concert de l'artiste gospel Mike Kalambe au stade des Martyrs a fait samedi dernier au moins 9 morts et plusieurs blessés. Le stade 80 000 places assises était bondé et les forces de sécurité étaient débordées. Les victimes ont été acheminées dans les hôpitaux pendant que le concert se poursuivait. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et de la sécurité a présidé hier une réunion de crise. La Californie fait face à l'un des incendies les plus importants de son histoire. Le nom de Park Fire lui a même été attribué. Ce feu de forêt a déjà dévoré plus de 142 000 hectares. Plus de 4 000 personnes ont dû évacuer près de Chico, à environ 145 km au nord de Sacramento, la capitale du riche État de l'Ouest des États-Unis. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. La page magazine de ce journal, dans notre quotidien au travail, nous utilisons des ordinateurs ainsi que bien d'autres ressources informatiques. Lorsqu'une panne survient sur ces équipements informatiques, nous avons recours à un personnage. Il s'agit des administrateurs des systèmes informatiques. Qui sont-ils? Élément de réponse avec Solimon Lemon. L'administrateur système est la personne qui veille au bon fonctionnement du système informatique d'une entreprise. Bien que souvent méconnus du grand public, les administrateurs système jouent un rôle crucial dans la stabilité et la sécurité de nos infrastructures numériques. Les administrateurs système, souvent appelés sysadmins, sont les gardiens numériques de notre ère moderne. Leur rôle consiste à configurer, gérer et optimiser les réseaux informatiques, les serveurs et les systèmes d'exploitation. Ils veillent à ce que tout fonctionne en douceur, anticipant les problèmes potentiels et intervenant rapidement lorsqu'une panne survient. Ils sont des experts polyvalents qui jonglent avec une multitude de tâches, de la configuration des serveurs à la résolution des problèmes de sécurité en passant par la gestion des sauvegardes et des mises à jour. Leur expertise s'étend souvent
à plusieurs domaines, faisant d'eux des acteurs clés dans la maintenance de l'ensemble de l'infrastructure informatique d'une entreprise. Que ce soit la gestion du trafic réseau, la mise en place de pare-feux robustes ou encore la protection contre les cyberattaques, leur travail est essentiel pour assurer la continuité des opérations. Pour célébrer ces héros dans l'ombre, une journée mondiale leur est dédiée. Elle est observée chaque dernier vendredi du mois de juillet. Cette journée exprime la gratitude envers ces professionnels dévoués pour leur contribution essentielle dans le maintien de nos communications, nos services en ligne et nos données sécurisées. Autre sujet de magazine, parmi les termes couramment employés en droit figure la jurisprudence. Ce mot comporte deux sens. Qu'est-ce que la jurisprudence? Quel est son but? C'est le sujet de la chronique juridique de ce lundi, Sibylle Larson. Dans une conception large, la jurisprudence regroupe l'ensemble des décisions de justice rendues par les juridictions. Dans ce sens, la jurisprudence illustre la manière dont un problème juridique a été résolu. Il s'agit des décisions rendues par les hautes cours nationales, mais aussi dans une moindre mesure des décisions rendues par des cours. Dans une conception stricte, le terme jurisprudence désigne l'ensemble des décisions rendues par les juges. Il peut s'agir d'une jurisprudence particulière, c'est-à-dire la décision prise par un juge sur une question de droit donnée. Pour qu'une règle de droit puisse être désignée comme jurisprudence, il est impératif que la décision de justice réponde à deux critères essentiels, à savoir la répétition dans le temps et la similitude des solutions se référant à la décision de justice. Elle joue un rôle polyvalent, la jurisprudence. Elle intervient en cas d'absence de législation, en adaptant le droit à la société ou en le complétant ou encore en créant carrément une nouvelle règle de droit jurisprudentielle. Ainsi, on distingue la jurisprudence constitutionnelle, la jurisprudence administrative, la jurisprudence judiciaire et la jurisprudence financière. Et puis, vous suivrez après moi le magazine des sports avec Alou Noyoué. Voici les titres. Deuxième journée de la D1 féminine. La 32 accroche un match nul de 0 but partout devant la championne en titre AS OTR. Les éperviers juniors sont en stage préparatoire externe en vue du tournoi qualificatif UFOAB qui se tient au Togo du 17 au 31 octobre prochain. La liste des joueurs retenus dans ce magazine que vous allez suivre bientôt. JO Paris 2024 à Cocon, comme la vie, échoue encore en repêchage. Mercanto Asco de Cara a annoncé l'arrivée dans ses rangs de Issam Tchadjob. Ainsi se referme ce journal. Merci de votre fidélité d'écoute. Merci également à toute l'équipe qui l'a réalisé avant de nous séparer. Retenez pour l'essentiel que l'eau potable en qualité et en quantité pour des populations. Le sujet est au cœur de la 93e assise de l'Association africaine de l'eau et assainissement à Lomé. Il s'agit pour les acteurs de l'eau de réfléchir sur les stratégies à adopter pour l'atteinte de cet objectif. Restez avec nous, le programme se poursuit. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg